Pardon, attendez, je vais revenir sur mon écran. Voilà. Donc, on est dans le chapitre des parois verticales. On a regardé donc tous les différents systèmes de parois verticales les semaines précédentes. La semaine dernière, on était occupé sur tout ce qui est les supports horizontaux pour les parois verticales. On avait commencé par tout ce qui était les butons, hein, donc avec les liernes et les butons, comme on a une petite photo ici devant. Et donc avec les liernes et les butons sur un système horizontal. On avait vu rapidement les problèmes que l'on pouvait avoir avec cela. On a vu, pour finir, le problème de la température qu'on avait sur les butons et l'influence de la température sur l'effort dans les butons et sur l'effort de la paroi. Aujourd'hui, on va continuer encore quelques slides sur les butons, et puis après, on va passer au système d'ancrage. Les butons, donc ici, on a un exemple tout à fait différent. Donc, on a classiquement, ce qu'on a vu jusqu'ici, on va excaver jusqu'à un certain niveau, on va venir mettre le buton, puis on va excaver en dessous jusqu'au niveau final. Et donc, on excave de façon horizontale. On excave par couche, ainsi de suite, en descendant. Ce qui nous oblige de butonner d'un côté à l'autre de la fouille. Si on a une fouille d'une dimension normale, on va dire jusqu'à 20, 25 mètres, 30 mètres, on va avoir la possibilité de le faire. On a vu aussi la semaine dernière, si on a un problème, qu'on est trop loin, on va mettre un support vertical en plein milieu de la fouille pour diminuer la longueur de flambement et pouvoir y arriver. Maintenant, on a tous les autres systèmes qui vont être possibles si on ne désire pas butonner d'un côté à l'autre de la fouille. Et donc, on a un exemple ici d'une paroi berlinoise où en fait, on n'a pas de mur de l'autre côté, on a une très grande surface aussi. Et donc, on a choisi de venir butonner sur une partie du radier qui a été faite. Et donc, comment est-ce qu'on va fonctionner? On va fonctionner avec un système qu'on appelle un système de banquette. Donc, ça veut dire que l'on va venir mettre le parement. On va venir excaver à l'intérieur de la fouille en laissant une banquette, donc un talus avec une surface horizontale ici pour de stabilisation. Donc, on va avoir un talus stabilisateur qui va être capable de reprendre tous les efforts qui viennent de la paroi. Donc, on va excaver un minimum. On va venir construire le radier. Et puis, on va venir passer un buton sur le radier. Une fois que le buton est placé, on va venir excaver entre les butons et on va venir finir la dalle. Plusieurs choses importantes sur ce système-ci. La première chose, c'est que vous n'avez pas un buton qui n'est plus horizontal, donc vous avez un effort vertical qui vient dans votre parement. Cet effort vertical va vouloir soulever votre profilet, ici le profilet d'une berlinoise, et donc il faut que vous ayez assez de longueur de fiche que pour reprendre cet effort vertical vers le haut. Même chose sur votre radier. Sur votre radier, vous allez avoir en bord de radier, sur le bord du radier que vous allez utiliser pour butonner votre paroi, vous allez avoir un effort horizontal qui va être repris quelque part. Soit il va être repris par frottement entre le radier et le sol si votre radier est suffisamment lourd et suffisamment grand. Sinon, il va falloir que votre radier soit butonné de l'autre côté sur une paroi pour que l'effort horizontal puisse être repris par quelque chose. L'autre chose, c'est que vous allez avoir un effort vertical qui va descendre dans votre radier, et donc vous allez avoir une flexion locale à reprendre dans votre radier, et donc il faudra l'armer par rapport à cela. Donc c'est un petit peu ce qui est ici résumé sur ce slide-ci. Donc il y a une acquisition de force, donc on a une force verticale, on a non seulement la capacité en traction de la paroi, mais aussi on a le fameux angle delta, donc je vous rappelle l'angle d'inclinaison de la charge par rapport à la paroi, de la pression active par rapport à la paroi. Il y a une force verticale dans toutes les directions qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand vous allez avoir un problème de capacité en cisaillement de votre dalle, vous allez avoir un risque de rotation sur le bord de la dalle, vous avez un moment, tout ça, il faut prendre en compte dans votre dimensionnement. Et alors, vous avez une réaction, et cette réaction va dans votre radier, il faut qu'elle va être reprise. Attention, si vous avez des pieux, les pieux vont être chargés horizontalement, par exemple, il faut que ce soit capable. Si on a une semelle isolée, il faut que cette semelle isolée soit suffisamment grande et un poids suffisant que pour être stable. Donc, il y a deux, trois choses auxquelles il faut faire attention. Et la dernière chose très importante, c'est que excaver ici, vous allez excaver en ouvert, donc il n'y a pas de problème. Ça va être, comment dire, une excavation facile. Après ça, il va falloir venir excaver entre chacun de vos butons.
et en dessous de chacun de butons. Donc, point de vue coût d'excavation, ça va être un coût beaucoup plus important, ou ça va être un rendement beaucoup plus faible, et donc il ne faut pas oublier quand vous faites votre étude de phasage, etc., qu'il va falloir venir travailler en dessous de vos butons pour excaver, pour mettre vos bétons de côté, pour mettre vos armatures et tout cela. Un autre système qui était extrêmement utilisé à Bruxelles, on a fait tout le métro comme ça, on va travailler en phasage. On va phaser, comment est-ce qu'on va faire? On a la route ici qui passe au-dessus. On a par exemple, quand on a fait le tunnel Léopold II, on fait ça de ce système-là. On a donc coupé la chaussée sur la moitié de la chaussée. Sur cette moitié-là, on est venu mettre la paroi moulée et on a construit une partie de la dalle. Après ça, on a basculé la circulation et on est venu mettre la deuxième paroi moulée et on est venu couler la deuxième partie de la dalle. Et après ça, une fois que ces travaux-ci sont réalisés, eh bien, on remet la chaussée complètement en service à la surface. Et on vient excaver en dessous comme une taupe. Et donc, finalement, on n'a que les entrées et les sorties où on va venir excaver, où on va devoir du charroi de chantier. Et donc, on va excaver en dessous de la dalle, construire le premier étage, construire le deuxième étage, et ainsi de suite. Donc, on va tout faire en dessous sans avoir le moindre impact sur l'environnement en surface. En ville, c'était beaucoup utilisé, et à Bruxelles, énormément. Donc, c'est un système top-down, comme on appelle ça. Ça veut dire qu'on va partir du dessus et on va descendre. Dans le tunnel Léopold II, on a encore une barrette ici au centre qui a un certain espace pour diminuer la flexion dans la dalle supérieure. Dans le même principe, on peut travailler en top-down. On va de nouveau mettre les parois périphériques. On va venir mettre au centre des barrettes, souvent des barrettes avec ce qu'on appelle un préfondé. Qu'est-ce que c'est un préfondé? Ça veut dire que dans le centre de la barrette, on va venir mettre un profilé métallique qui est ici. Donc on a la barrette dans le bas, on a le profilé métallique qui est mis dans la barrette, embétonné dans la barrette. Et puis, on va venir mettre la dalle au-dessus. Donc cette dalle porte sur les murs périphériques et porte aussi sur les colonnes que l'on a mis en place. Donc, comment ça fonctionne? On va creuser la barrette. Dans la barrette qui est creusée sous bentonite, on va rentrer une cage. Et dans la partie inférieure du système, vous avez une vraie cage. Dans la partie supérieure, vous avez juste un profilé qui dépasse. On va bétonner jusqu'à la profondeur que l'on désire, hein, donc jusqu'au niveau d'excavation, même parfois plus bas, pour avoir dans la partie supérieure ce profilé métallique qui est plus ou moins libre. On va venir mettre la dalle supérieure et puis on va venir travailler par en dessous. Et donc on va faire les dalles, ainsi de suite, de parking. C'est quelque chose qui est très utilisé. Enfin, c'est une technique qui est chère, très chère, mais qui est souvent utilisée pour les hauts bâtiments. Pourquoi? Parce que sur votre chemin critique de construction, ce sont les tâches supérieures qui sont capitaux. Vous avez tout le temps de faire votre parking. Au niveau de parking, il n'y a pas de finition, il y a très peu de travail dedans. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va mettre le mur périphérique de votre étage de parking, on va mettre des préfondés, et alors, quand on va commencer à excaver en dessous, en top-down, on va faire les étages d'infra, eh bien, en même temps, on va directement commencer les étages supérieurs de la tour. Et donc, je fais toutes mes caves et tous mes parkings souterrains en temps caché. Donc, elles n'ont pas d'impact sur la date finale de ma livraison, de mon chantier. Si je ne le fais pas, je vais devoir mettre mes parois périphériques, je vais excaver à l'intérieur de mes parois périphériques, je vais commencer par faire mon radier, je fais faire mes différents étages, et puis seulement je vais être au niveau 0 et je vais pouvoir monter avec ma tour. Et donc, je vais avoir une différence dans mon planning à peu près de 3 mois à 4 mois de délai de différence entre le fait de faire un top-down et de monter directement. C'est pas... il ne faut pas être très malin pour se rendre compte que les excavations que vous allez faire ici en dessous, hein, donc ici c'est une photo d'une réalisation, donc on a la tour qui est ici à
à côté qui monte. On a laissé une grande ouverture dans la dalle du rez-de-chaussée pour pouvoir excaver les terres et travailler. Et donc, on fait tout ici en dessous, je veux dire, comme en souterrain. Il ne faut pas avoir énormément d'expérience pour se rendre compte que le coût d'excavation de chacun des mètres cubes que l'on a ici est énorme, que les coûts pour le farillage, etc., de nos dalles est énorme. Et donc, finalement, il faut vraiment que ce soit très intéressant sur le planning pour que ce soit intéressant financièrement. Donc, il faut que votre planning soit à ce point serré et que les indemnités de retard que l'on vous demande soient à ce point importantes pour qu'un système top-down devienne intéressant financièrement dans une construction classique. Donc ici, dans la photo, on voit le préfondé. Donc ici, c'est un profilé métallique en H qu'on a fait dépasser de la barrette ou du pieu foré. Ce sont toujours des barrettes ou des pieux forés. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir mettre mon préfondé et mon système vraiment extrêmement de façon précise dans mon élément de fondation. Et donc, si j'ai un autre type de pieu où je vais avoir moins de précision par rapport à la position de mon profilé, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Donc, je vais toujours avoir une barrette ou un pieu foré dans lequel je vais mettre mon préfondé. Ici, on a un autre exemple où là, on a bétonné jusqu'à la partie supérieure et donc on a le pieu ici et la connexion qui se fait. Les connexions entre le pieu préfondé ou le pieu ici et la dalle, hein, la connexion qui se fait ici, mais surtout aux étages inférieurs, est toujours problématique. Hein, habituellement, vous avez monté votre colonne, on va arrêter le bétonnage de la colonne au niveau de votre dalle, vous avez collé votre dalle et donc là, vous avez un bon nœud qui est facile à faire. Tandis qu'ici, votre préfondé, il passe au travers aux différents étages. Et donc, vous avez quoi ici? Vous avez un certain nombre de goujons que vous avez soudés sur votre colonne. Et vous devez reprendre tous les efforts verticaux par là. Donc, c'est un point de connexion ou d'attention qui est assez difficile à réaliser. On va encore un petit peu plus loin, mais toujours un petit peu dans la même philosophie. On va construire la paroi périphérique. On va venir construire le parking ou le souterrain avec la dalle supérieure qui va servir de buton. Et puis, je vais venir excaver en dessous de ma dalle supérieure et venir construire la dernière partie de ma dalle qui me manque. De nouveau, c'est le même principe, c'est la même problématique que sur sur les préfondés. Vous allez devoir venir excaver ici à l'intérieur, en dessous de votre dalle. C'est une excavation qui est compliquée et qui est difficile à réaliser. Il faut toujours bien regarder, hein, tout votre phasage temporaire est capital dans ce genre de dimensionnement, et donc toujours bien prendre en compte les différentes choses. Parfois, il faut regarder l'économie totale. Donc, si vous faites le dimensionnement, il faut vraiment regarder le coût total de votre ouvrage. Et parfois, il est plus intéressant de mettre une paroi plus épaisse que de faire un système de phasage très compliqué. En règle générale, si vous avez la possibilité de le faire, mais il faut avoir la possibilité de le faire, si vous pouvez mettre un ancrage ici, ça sera toujours beaucoup moins cher que de faire un phasage à ce point complexe comme il est dessiné ici. Une petite photo où ça a été réalisé. On voit ici le mur en paro moulé périphérique. On a ici c'est une voie qui est préfondée. On voit les colonnes en acier qui sont ici. On a construit la cave, on a construit le -1, et puis on va venir excaver en dessous pour faire la dernière partie du radier. Donc, on est parti du butonnage en acier classique. On a vu des butonnages qui viennent d'un phasage plus complexe. On a vu les butons inclinés. On a vu le buton avec un phasage plus complexe qui vient de la structure en elle-même. Et puis, on a le dernier exemple où on peut avoir un béton sous eau. Donc ici, je vais avoir une première phase où j'ai de l'eau jusqu'à peu près à ce niveau-ci. Je vais excaver sous eau. Je vais mettre mes butons avant d'enlever l'eau, avant de mettre mon béton aussi. Je vais excaver jusqu'au niveau final, je vais mettre mon béton sous eau, et puis je vais mettre ma fouille à sec. Et une fois que j'ai mon béton sous eau, j'ai un buton au niveau de l'excavation qui est très fort, très rigide, et qui va reprendre énormément d'efforts.
si j'ai mon buton à ce niveau d'excavation-là, aussi, ben, je n'ai plus besoin de résistance passive, puisque tout va directement aller dans mon béton. Par contre, c'est la phase de mise, entre guillemets, la phase où je vais enlever l'eau, qui va être dimensionnante par rapport aux efforts que j'ai dans mes pales planches et les moments que je vais reprendre dans ces pales planches. Donc il faut en tenir compte. Et donc, si on regarde, eh bien, grâce à ce béton sous eau, on a des hauteurs de retenue relativement importantes sans support horizontal à la partie supérieure. Voilà, donc ça c'est vraiment tous les types de butons que l'on peut avoir. Retenez quand même que le buton classique, c'est le buton en acier circulaire comme on l'a vu la semaine dernière. Donc ça c'est le buton classique que l'on va utiliser dans 8 cas sur 10. Le deuxième buton classique, c'est utiliser au maximum la structure définitive comme buton. Et donc utiliser les dalles, ainsi de suite, que l'on va avoir, que l'on a mis en place comme buton pour reprendre les différents efforts. Donc, buton, dans 9,9 cas sur 10, comme je l'ai expliqué, un système totalement passif, ça veut dire qu'il n'y a pas de prétention. On va rarement venir mettre un vérin ici entre le buton et la pale planche pour mettre ça sous tension. Et donc, on a aussi énormément d'acier, hein, puisque le buton va être dimensionné par rapport au flambement. Donc, souvent, on a des sections très importantes. Donc, on a des raccourcissements élastiques relativement faibles. Et donc, les déplacements que l'on a sont relativement limités. Maintenant, si on passe de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les ancrages. On peut avoir ici un petit slide où on voit un petit peu tous les ancrages, types d'ancrages que l'on va avoir. On a l'ancrage le plus classique. On va avoir un mur de soutènement qui est temporaire et je vais venir ancrer mon mur de soutènement temporaire avec un ancrage pour pouvoir construire à l'intérieur d'une fouille une construction. Ici, c'est un mur, un voile, n'importe quoi. Le deuxième cas assez habituel, ben, je vais avoir un parement ou un mur et je vais avoir un ancrage qui va être permanent. Ici, on a un petit exemple un petit peu plus évolué où on avait une pale planche temporaire qui était ancrée, puis on est venu mettre un contre-voile devant. Et donc l'ancrage, lui, a une fonction qui est permanente. La pale planche, elle, elle n'est pas prise en compte dans le dimensionnement final. Je rappelle quand même une chose très importante sur ces deux petits exemples. Quand j'ai un ancrage temporaire, il va être sous tension. Une fois que j'en ai plus besoin, je vais le désactiver. Je vous ai expliqué ça la semaine dernière, très important. On va désactiver l'ancrage pour que si jamais un jour on vient excaver ici derrière, eh bien, il n'y a aucun risque que l'on chope l'ancrage et que, étant donné la tension dedans, qu'il y ait un accident qui se produise. Quel est l'accident le plus fréquent? C'est que vous avez votre ancrage qui est ici, qui est sous tension, vous avez la tête d'ancrage qui est ici. Quand vous allez couper l'ancrage, vous avez un système élastique et la tête d'ancrage va partir à toute vitesse. Deuxième point, quand vous avez un ancrage permanent, soit il est chez vous. S'il n'est pas chez vous, il faut que vous ayez un accord avec votre voisin pour pouvoir laisser un ancrage permanent. Un ancrage permanent, il faut penser à la durabilité en général par rapport à la corrosion et ces choses-là, mais aussi par rapport au fait qu'il ne doit jamais être dans le chemin d'une extension future. Par exemple, si vous avez un grand boulevard qui passe de ce côté-ci, il y a un risque dans les 30 ou 40 prochaines années, on vient de construire un métro sous le grand boulevard, eh bien, vos ancrages vont être dans le chemin. Donc, deux types d'ancrage classiques que l'on utilise pour des murs de soutènement habituels. Le suivant, c'est qu'on a par exemple ici un pylône électrique. Quand on a des tensions importantes, l'ancrage est beaucoup plus intéressant que des pieux. Le système d'ancrage est fait pour reprendre un effort de tension. Et donc, si vous avez ici, avec le vent, on va avoir un problème de soulèvement, eh bien, on a intérêt à mettre des ancrages plutôt que mettre des pieux, ça va être beaucoup plus efficace. Dans l'extrême, on a ici un énorme barrage avec une grande pression d'eau. On a un barrage poids, eh bien, on va venir mettre un ancrage sur la partie avant du barrage pour stabiliser le système et retenir. Donc ici, on a un barrage, mais ça peut très bien aussi être un mur en L qui retient des terres. Et donc, on peut mettre un ancrage qui va être permanent pour stabiliser un ouvrage beaucoup plus important.
Une autre application, les bétons sous eau, comme on l'a vu ici. Eh bien, en fait, on a ici, ce sont des puits kiwi qu'on appelle ça, mais ce sont des ancrages barres. Et donc, on a mis tout un jeu d'ancrage barre qui reprend les efforts de traction de la pression d'eau qu'il y a sous le béton sous eau. Et donc, c'est un béton sous eau ici qui est non armé. C'est pour ça qu'on a aussi une entre-distance si faible entre les deux petits pieux. Et donc, chaque fois, on va avoir un effet de voûte qui va se faire entre chacun des pieux pour reprendre la traction, étant donné que ce béton sous eau est très souvent non armé. Et le dernier point, ici, on va avoir différents ancrages pour stabiliser une pente. On verra plus tard, dans les cours suivants, la différence entre un ancrage et un clou. Donc, les ancrages, on l'a déjà vu la semaine dernière, mais je rappelle rapidement, on a les ancrages qui sont forés, on a deux grands types. On a les ancrages précontraints, qui sont avec des torons et qui sont forés. On va avoir les ancrages qui sont autoforants, on va voir ça aujourd'hui. On a les ancrages vis qui sont avec une vis en bout qui sont injectés ou pas injectés. Et puis, donc ça, c'est clairement des systèmes qui sont le plus souvent actifs, pas d'office, mais le plus souvent actifs. On va voir juste après en détail. Et puis alors, il y a tout ce qui sont les ancrages totalement passifs, où là, le plus souvent, on va avoir une paroi arrière pour reprendre la réaction, et donc on va avoir un ancrage qui va être la paroi avant vers la paroi arrière, et qui va tenir le système en place. Ancrage, ça veut dire le plus souvent que vous allez chez votre voisin. Le plus souvent, les ancrages temporaires vont être mis en dessous du terrain qui ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que vous allez mettre votre paroi sur le bord de votre terrain, et donc vous allez reprendre ces efforts. Et donc, si vous devez mettre des ancrages quelque part où ce n'est pas à vous, il vous faut les différents permis. Donc, n'oubliez pas de demander des permis, les autorisations qui vont avec. Si c'est en dessous de la maison de votre voisin, eh bien, il faut quand même qu'il soit d'accord. Si ça tombe, il va demander un petit dédommagement financier. Un petit plan ici où on a le métro. On a ici l'égouttage. Et donc, vous voyez comme quoi on va jouer avec tous les angles de mes différents ancrages afin d'éviter tout ce que j'ai dans le sol derrière. Donc, il est très important que je sois très bien renseigné par rapport aux structures adjacentes. Par exemple, ici, j'ai des murs emboués. C'est un système clairement top-down. On voit qu'on a mis les murs emboués, puis on a dû mettre ici la paroi, et ainsi de suite. Eh bien, si mes murs emboués venaient à descendre 4, 5 ou 6 mètres plus bas, eh bien, mon ancrage allait tomber dedans. Donc, toutes ces choses-là sont plus ou moins connues, puisque je n'ai pas accès. Et donc, il faut être extrêmement bien renseigné par rapport à ça. Je ne vous raconterai pas le nombre d'ancrages qui ont été forés à travers des tuyaux d'égouttage. Donc, bien savoir où passe votre égout. Parfois, même à Bruxelles, on a des égouts qui sont assez profonds, qui sont à 10-12 mètres de profondeur. Et donc, vous forez, vous passez à travers l'égout, c'est la catastrophe. C'est vrai pour deux choses. Premièrement, parce que vous démolissez l'égout. Et deuxième chose, c'est qu'une fois que vous avez un égout, vous avez un flux d'eau. Si vous avez flux d'eau, l'eau va emmener le matériau qui est autour de l'égout. Et vous allez avoir un énorme trou qui va se faire ici suite à cela. Donc, très important de bien savoir où est votre égout, à quelle profondeur, où il passe. Et là, l'égout, on a accès. Donc, je vous conseille de toujours d'envoyer quelqu'un pour aller voir où ça se trouve exactement. Qu'on descende, qu'on le voit physiquement et qu'on regarde bien physiquement où il se passe. Dernier point, je l'ai dit juste avant, vous mettez des ancrages, vous ne savez pas ce qui va venir dans le terrain dans le futur. Et donc, c'est important de bien essayer de renseigner au maximum par rapport à ce qui peut arriver. Et donc ici, par exemple, on pourrait très bien dire qu'un jour, on vient mettre un deuxième tube de métro sur le côté ici, ou bien un deuxième tunnel sur le côté ici. Et donc, vos ancrages qui sont dans cette partie-ci sont dans le chemin. Si c'est des ancrages temporaires désactivés, ce n'est pas si problématique. Quand on va faire différentes excavations, on va venir couper différents ancrages et continuer. Si ce sont des ancrages permanents, c'est beaucoup plus compliqué. Dernier point, en fonction de ce que vous voulez comme ancrage, leur durabilité, etc., vous allez bien spécifier leur ancrage par rapport à la protection contre la corrosion, et ainsi de suite. On va voir ça juste après.
C'était le premier chapitre de mon cours, donc ça revient à chaque fois. Si vous voulez faire les ancrages, ayez une campagne géotechnique qui soit suffisamment importante. Un des gros problèmes de la mise en place d'ancrage, c'est l'eau. Et donc, par exemple, vous pourriez vouloir mettre une paroi ici, et vous allez forer votre ancrage qui va aller jusque dans un niveau inférieur où vous avez une nappe captive. Eh bien, vous avez l'eau de la nappe captive qui va remonter par votre tube de forage de votre ancrage et qui va venir dans votre fouille. Donc tout ça, c'est très important de bien connaître vos niveaux d'eau, savoir où ils sont et quels sont les risques que vous avez par rapport à ça. Bien connaître aussi votre géologie. Votre ancrage, vous allez vouloir le mettre dans un sol qui soit cohérent, un bon sol qui ait un bon frottement. Et donc, il faut bien savoir à quel niveau commence votre sol. N'oubliez pas, votre ancrage, il n'est pas vertical. Donc, admettons qu'on ait une mauvaise couche, par exemple, de ce niveau-ci jusqu'à, on prend ici en dessous, de ce niveau-ci à ce niveau-là. Si vous avez un pieu vertical et vous êtes trompé dans le niveau de vos couches, eh bien, même si la couche a une différence d'hauteur d'à peu près 50-60 cm, eh bien, c'est pas si grave. Pourquoi? Parce que votre pieu passe à travers, et donc finalement, il n'y a que 50-60 cm de longueur de votre pieu où vous n'avez pas le frottement que vous espérez. Si vous avez un ancrage qui est très plat, ici on a des ancrages à plus ou moins 30 degrés, eh bien, si vous avez 60 cm, vous pouvez avoir jusqu'à 2/3 de votre bulbe qui est dans cette mauvaise couche sur laquelle vous êtes trompé par rapport à sa profondeur. Et donc, ces 2/3, ça fait que vous avez 2/3 de capacité en moins de votre ancrage, en tout cas, sur ces 2/3-là, une capacité inférieure, et donc, vous pouvez avoir un problème par rapport à la capacité de votre ancrage en finale. Donc, campagne géotechnique, toujours très important. Si on regarde rapidement un ancrage, donc ici, on a le parement, on va avoir ce qu'on appelle la première partie qui est la longueur libre, et après, la longueur de scellement. La longueur libre, on va voir comment on la calcule plus tard dans les slides, mais le principe, c'est que l'on ne veut pas que l'effort revienne sur la paroi. Je m'explique. Vous avez un ancrage, vous avez un bulbe, vous commencez à tirer sur votre ancrage, et donc, pour mobiliser un frottement, vous avez besoin d'un déplacement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous tirez sur votre ancrage, l'acier s'allonge. Si l'acier s'allonge, eh bien, il va allonger le scellement qui est autour. En allongement, ce scellement qui est autour, ce scellement frotte sur le sol. Donc, on va chercher une réaction par rapport à ça. Et donc, si vous voulez, l'allongement, il est le plus important dans la première partie de l'ancrage, bien évidemment. Pourquoi? Parce que je vais tirer sur mon ancrage, donc j'ai un allongement. Cet allongement fait un frottement. Si j'ai un frottement, j'ai une résistance. Si j'ai une résistance, ça veut dire que l'effort qui est résiduel sur mon acier est réduit. Comme cet effort est réduit, que ma section d'acier est toujours la même pratiquement, eh bien, j'ai une élongation inférieure, donc je transmets moins de déplacement, je mobilise moins de frottement, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que je vais mobiliser le frottement à l'avancement, entre guillemets, depuis le parement vers plus de profondeur. Et donc, si je n'ai pas de longueur libre, une longueur libre, ça veut dire que c'est une zone où je vais annihiler ce frottement, je vais faire en sorte que cet effort ne se transmette pas au sol. Si je n'ai pas de longueur libre, je vais avoir un frottement qui est transmis au sol, donc je vais transmettre un effort au sol, qui va finalement se retrouver sur ma paroi. Pourquoi? Parce que je tire, je transmets au sol, ce sol il fait quoi? Il pousse sur ma paroi, et donc cet effort que j'ai transmis au sol, eh bien, il s'additionne à l'effort de pousser. Et donc finalement, je vais avoir un effort qui tourne en rond. Je tire, mais je retransmets sur ma paroi, qui retransmet mon ancrage, qui retransmet ma paroi, et ainsi de suite. Et donc, on va mettre toujours en place ce qu'on appelle une longueur libre, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le bulbe va commencer après, en dehors du cône actif de ma paroi. On verra ça plus tard dans les différents slides. Donc, j'ai ma paroi, j'ai ma plaque d'appui, j'ai la tête de mon tirant, j'ai mon tirant, comment dire, mon acier, donc ma section en acier qui est protégée. J'ai mon forage, donc j'ai foré autour,
et puis alors, je vais faire un bulbe que je vais injecter. On va voir ça dans les slides qui suivent. Ancrage, on a les ancrages à barre et les ancrages à torons. Les torons, ce sont les mêmes torons que ce que l'on a pour faire de la pré-contrainte ou de la post-contrainte en béton. Donc, ça veut dire que ce sont des aciers à très haute limite d'élasticité. Donc, on est entre 1200 et 1600 mégapascal MPa de capacité de l'acier, à la place de 500 d'un acier classique. Ce qui veut dire que pour un effort donné, vu que le E de mon acier reste le même, j'ai une élongation qui est beaucoup plus importante. Je m'explique. Vous avez un acier 500, et 500, vous allez le charger plus ou moins à 400 MPa. Pour ces 400 MPa, étant donné que le E est donné de 210 000, vous avez un E, 400 MPa, vous avez une élongation élastique. Si vous avez un tendon, vous allez le charger pas à 400, mais à 1200, 1300 MPa. Mon E est de toujours 210 000, donc j'ai une section qui est beaucoup plus faible, donc je vais avoir une élongation qui est beaucoup plus grande. Et donc, je vais devoir toujours post-contraindre mon ancrage pour limiter cette déformation élastique au minimum. Puis on va voir les intérêts pour le reste, mais déjà, rien que suite à l'élongation élastique de mon armature, je suis obligé de pré-contraindre mon système pour avoir des déplacements qui soient acceptables. Si j'ai une barre classique, donc j'ai dit différents systèmes d'ancrage, les ancrages à torons, mais je peux avoir un ancrage à barre. Un ancrage à barre, ça va être un ancrage avec un acier classique de 500 MPa, donc je vais avoir beaucoup moins de soucis. Et donc là, je ne suis pas obligé de le pré-contraindre. Je peux le garder en passif, mais parfois, je vais quand même le pré-contraindre. Pourquoi? Pour limiter mes déformations, ou bien parfois aussi, je vais dire que je vais tester mon ancrage, on verra ça après. Et si je vais tester, je vais devoir venir mettre un vérin pour tester. Et si mon vérin vient, ben je dis, OK, si je dois le tester, ben je vais garder une pré-contrainte. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? On a les ancrages tous les deux qui sont des ancrages grottés forés. On peut les avoir à tendon ou à barre. Si j'ai l'ancrage à tendon, je suis toujours avec une pré-contrainte. Si je suis un ancrage à barre, j'ai une limite élastique classique de mon acier et donc je ne suis pas obligé d'avoir une pré-contrainte. Plus en détail, donc je vais avoir la longueur libre de la longueur totale de mon ancrage qui part depuis le point où l'ancrage est arrêté. Donc, je veux dire le point où j'ai mon écrou, où j'ai ma clavette de mon système post-contraint. Je vais avoir ma longueur de scellement. Je vais avoir ma longueur libre. Et puis, je vais avoir ici dans la partie supérieure une surlongueur qui est entre l'endroit où j'ai mon blocage et l'endroit où je vais avoir mon vérin qui va venir se mettre. On a différents détails ici, ils ne sont pas extrêmement importants. On verra ça plus tard dans les détails plus précis des différents ancrages et la protection anti-corrosion plus spécifiquement. Mes ancrages, quelles sont les longueurs qu'on peut avoir comme ancrage? Ici, un petit schéma qui est ce que je vous ai expliqué juste avant. Quand je vais tirer sur mon scellement d'ancrage, je vais avoir une élongation de mon acier qui va créer une élongation ou un déplacement de ma carotte de scellement qui va créer un frottement entre mon sol et mon ancrage. Et donc, si je regarde la mobilisation de l'effort, je vais avoir une mobilisation classique avec un maximum dans la partie supérieure, et puis mon effort qui va diminuer au fur et à mesure de l'ancrage jusqu'à arriver à un effort pratiquement nul en pied. Et donc ça, c'est classiquement ce que je vais avoir si j'ai un ancrage d'une longueur à peu près jusqu'à 10-12 mètres de longueur. C'est à peu près les ordres de grandeur. Et donc je vais mobiliser clairement mon système, je vais avoir relativement peu de déformation. Après, si j'ai un ancrage qui est beaucoup plus long,
je vais avoir des déformations dans la partie supérieure ici qui vont être plus importantes. Et finalement, je vais, au lieu d'être dans le pic de ma capacité au frottement, ben, je vais être dans la partie résiduelle. Et donc, je vais avoir des déplacements plus importants ici. Et finalement, je vais avoir mobiliser au maximum mon frottement beaucoup plus loin de mon départ de mon scellement. Donc, pourquoi? Ici, je suis dans la partie résiduelle de ma capacité de frottement. Ici, je suis encore au pic. Et ici, je vais avoir des longueurs de scellement qui vont à peu près aller jusqu'à 25-30 mètres de longueur. Pic, je vais faire un petit sketch rapidement. Je pourrais le faire directement sur le slide, en fait. Ah, je vous rappelle, si vous avez un essai de cisaillement, en fonction du déplacement, eh bien, vous allez avoir un pic et puis une capacité résiduelle de votre échantillon. Eh bien, c'est le même principe ici. Donc, vous avez une boîte de cisaillement, c'est-à-dire que vous avez pris un échantillon, vous allez mettre, je vous rappelle rapidement l'essai, vous avez deux boîtes, vous allez faire bouger l'une par rapport à l'autre, donc à l'intérieur, vous avez un échantillon de sol, et donc vous avez votre boîte qui pousse dans un sens que dans l'autre, et donc vous avez mesuré comme ça votre capacité en frottement, la capacité de cisaillement de votre échantillon, et donc vous avez un pic et puis un résiduel. Et donc quand vous avez des faibles déplacements, vous êtes dans le pic, tandis que quand vous allez avoir des plus grands déplacements, eh bien, vous êtes dans la partie résiduelle qui reste de votre système. Qu'est-ce qui est important de retenir là-dessus? C'est que ce n'est pas quand vous allongez votre ancrage, à un certain moment, vous perdez en efficacité de votre système. Et donc, ce n'est pas toujours intéressant d'avoir un ancrage extrêmement long. Et il y a même certains codes, les codes allemands par exemple, qui vont vous dire qu'un ancrage que c'est de 10, 12, vont jusqu'à 10, 12, 15 mètres maximum, au-dessus de 15 mètres de scellement, on parle bien du scellement ici, pas l'ancrage de longueur totale, au-dessus de 15 mètres de scellement, eh bien, il y a des soucis. Différents types d'ancrage. On a le scellement, on a ici les torons. Excusez-moi, monsieur. Oui. Je pense que vous avez oublié de repartager votre écran. Ah, pardon. J'ai oublié depuis le partager, même quand j'expliquais, en fait, en gros. Donc, ce que j'ai signé ici, vous ne l'avez pas vu non plus? Non. Ok, je reprends alors. Merci. Excusez-moi. Donc, vous avez ici ce que j'expliquais. Donc, vous avez un essai de cisaillement. Quand vous avez un essai de cisaillement, vous avez une montée de la capacité au cisaillement de votre échantillon. Donc, vous allez avoir un mode de cisaillement avec l'échantillon au centre et donc vous poussez de l'un côté par rapport à l'autre. Et donc, vous avez un pic dans votre capacité au cisaillement et puis vous avez un système résiduel. Et donc, c'est ce que l'on a ici. Ici, on a peu de déplacement, donc on va mobiliser le pic. Tandis que dans la partie ici, on a beaucoup de déplacements. Et donc, dans la première partie du scellement, on a on est dans le résiduel. Donc, les ancrages, différents types d'ancrages, on va regarder ici d'abord maintenant les techniques d'installation des ancrages. On a de plus souvent aujourd'hui les clients qui nous demandent d'avoir des ancrages qu'on appelle démontables. Alors, c'est un petit peu abusif, parce qu'en fait, dans ces ancrages démontables, on va enlever la partie libre. Et donc ici, on a l'ancrage qui était foré, on a mis les taurons dans le scellement, on va voir directement après comment est-ce qu'on met ça en place. Et alors, entre la partie scellée, entre guillemets, et la partie libre, on a des petits connecteurs qui vont permettre de couper l'ancrage, ou en tout cas d'enlever l'ancrage sur la partie supérieure, en tout cas les taurons dans le sol sur la partie supérieure. Et donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les ancrages démontables. Ça devient extrêmement fréquent. En Hollande, par exemple, on ne peut plus utiliser que des ancrages démontables dans tous nos projets. Mise en place des ancrages. Il y a trois
trois familles. Un des premiers systèmes, ou le deuxième système, c'est quand on a un système avec un double tube. On va voir juste après comment ça fonctionne. Un système avec un simple tube. Et là, on a toujours un fluide de forage. Et puis alors, on peut avoir un système où c'est votre barre qui est autoforante. On verra ça aussi après. Quand on va forer un ancrage, on peut le forer avec deux types de fluides. Soit on va le forer à l'eau, soit on va le forer directement avec un coulis de ciment qui va d'habitude être dans la première partie pour le forage très liquide. Et puis après, quand on va vouloir faire le scellement final, on va mettre une mixture qui soit plus dense. Donc, mise en place du scellement. On a le tube double, hein, c'est ce qu'on a dessiné ici. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez un tube extérieur qui est un casing et vous avez la tête de forage qui vient ici au centre. Et donc, vous injectez votre fluide de forage depuis le centre. Ici, on a la tête qui est ici, hein, qui est accrochée au tube intérieur. Vous injectez votre fluide de forage depuis le centre. Il passe par la tête et il remonte entre les deux tubes. Et en remontant, il emmène avec lui le sol. Donc, c'est ici ce qu'on montre ici. Il emmène avec lui et donc vous avez le sol qui sort à l'extérieur. Quand vous avez un système avec un monotube, vous allez injecter par le sang. Vous avez de nouveau cette tête de forage qui est accrochée au tube par lequel vous injectez. Et comme il n'y a pas de double tube, le coulis ou l'eau avec ce que vous avez foré passe entre le sol et le tube et donc remonte. Et donc vous avez une circulation d'eau ou de grotte entre votre tube et le sol. Et donc, quand on a un système à double tube, on va retirer le tube central et on va commencer à injecter à plus ou moins haute pression en retirant le tube extérieur. Quand on a un seul tube, ben là, même chose, on va souvent déjà injecter avec du coulis avant de recommencer à tirer le tube et on va injecter en enlevant le système. On peut injecter avec différents systèmes. Le premier système, c'est qu'on peut injecter en pur gravitaire. Ça veut dire que j'ai fait mon trou, je viens ici au-dessus et je coule bêtement du liquide, un mélange ciment-eau qui vient remplir mon trou. Et je tire au fur et à mesure mon tube et je remplis gravitairement. Le deuxième principe, c'est qu'on va brancher un système d'injection à plus haute pression. Et donc, je vais injecter à faible pression. En injectant à faible pression, je vais quand même repousser légèrement mon sol et donc avoir une accroche mieux entre mon grotte et mon sol. Le troisième système, c'est que je peux avoir un système avec un tube à manchette, qu'on verra en plus en détail après. Et donc là, je vais injecter une première fois et je vais sceller mon tube à manchette dans le sol, le plus souvent en gravitaire. Et puis en fait, dans le tube à manchette, je vais venir après à l'intérieur et je vais post-injecter. Donc je vais injecter en deuxième phase avec très haute pression. Et donc je vais créer chaque fois des bulbes à différentes hauteurs, on va voir ça après, qui vont donner une très bonne attache entre mon sol et mon ancrage. Quand j'ai un système avec autoforant, ça veut dire que j'ai ma tige et j'ai ma tête de forage qui est accrochée sur ma tige, eh bien je ne peux injecter que par le bout de ma tige. Et donc, je vais injecter au fur et à mesure que je creuse. Et puis, quand j'arrive au bout, je vais mettre plus de pression pour monter au maximum et pour bien remplir tout mon interstice autour. Mais je ne vais pas pouvoir remonter ou en tout cas injecter au fur et à mesure en ressortant quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est mon système autoforant qui a foré ma barre. Et une fois que ma barre est arrivée au fond, elle ne bouge plus. Donc, mise en place, hein, deuxième petit slide là-dessus, deux grandes familles ici, avec le simple tube. Hein, donc, on a ici la machine de forage, on a le tube de forage avec au bout du tube de forage directement la tête de forage. Et donc, j'ai mon fluide qui passe par le centre de mon tube de forage, qui passe
par ma tête de forage et qui refait remonter mon sol qui était entre guillemets creusé dans l'interstice entre mon tube et le sol. Et donc j'ai tout cela ce fluide qui remonte et qui repasse ici, qui sort de mon trou. Et donc c'est ce qu'on a ici plus en détail. J'ai le système avec un double tube. Et donc là, j'ai mon tube extérieur qui descend en fait en même temps que mon système de forage. J'ai ma tête de forage qui dépasse légèrement. Et donc, c'est un petit peu le même système que les puits à double rotation, puits séquents à double rotation qu'on a vu il y a à peu près 2 semaines. Et donc, vous avez le tube qui descend avec la tête de forage. Et donc, on a l'injection qui passe par le centre et qui passe de nouveau par la tête de forage. Et le retour qui se fait dans le trou, dans l'espace entre le tube extérieur et la tige à laquelle est accrochée la tête de forage. Et donc, on ressort ici. Et on a comment dire, un liquide avec tout ce que l'on a excavé. Donc, le plus souvent, on va dans 9 cas sur 10 avec un système double paroi, double tube, on va creuser, donc on va forer à l'eau. Et donc, ce qui ressort ici, c'est un mélange eau avec du sol, donc c'est une boue, on va dire, un mélange eau avec du sol, le sol qui était excavé ici en bout. Quand on a un système avec un seul tube, on peut le faire à l'eau, et on va le faire dans 60% des cas à l'eau, mais si on a un petit peu plus peur, on va directement déjà commencer à forer avec un système, avec un fluide qui est un mélange eau-ciment, avec une faible quantité de ciment dedans, mais quand même un mélange eau-ciment, et on va, comme ça, on va avoir du coup, ce qui va ressortir, c'est pas un mélange d'eau et de sol, mais un mélange de sol avec du ciment, etc. Donc, il y a un traitement beaucoup plus important de ce que vous allez voir sortir ici. Le troisième principe, c'est d'avoir une barre autoforante. Et donc, vous avez la barre qui est votre ancrage final. Au bout de la barre, vous avez une tête de forage. Et vous allez forer votre système. Et en forant, vous allez injecter ici toujours avec un système, avec un fluide de forage qui va être un mélange d'eau et de ciment, mais avec relativement peu de ciment pour commencer. Et donc, en descendant, vous allez injecter directement le trou ou l'espace entre votre barre et votre sol. Et vous allez descendre ainsi de suite comme cela. Une fois que vous êtes arrivé au bout, entre guillemets à la longueur que vous voulez avoir, vous allez augmenter la pression d'injection que vous allez pas mettre sur la tête. Donc vous avez votre fluide qui passe dans le trou central de votre barre. Vous allez augmenter la pression pour remplir très bien et repousser au maximum le sol autour. Et le dernier système d'ancrage que vous allez avoir, vous pouvez avoir un système avec une vis d'Archimède. Et donc, vous creusez et vous enlevez le sol au fur et à mesure. Et alors, soit vous laissez la vis dedans, ce qui est dans 9 cas sur 10, soit vous pouvez retirer la vis et injecter à la place. On retrive très rarement la vis. D'habitude, la vis reste dedans. Quels sont les différents points? Donc ici, dans ces deux cas-ci, on va pouvoir mettre l'armature que l'on veut. Donc je peux très bien, une fois que j'ai retiré ma tête de forage, je peux rentrer dedans soit des torons, soit une barre. Un ancrage autoforant, c'est toujours une barre. Les déplacements que l'on va avoir ici, on va pousser très fortement sur le sol, on va injecter très fortement, et donc on va avoir des déplacements relativement faibles. Tandis qu'ici, on va mettre une vis dans le sol, et donc quand vous allez tirer dessus, vous allez avoir des déplacements plus importants. Mise en place d'ancrage, on a ici une grosse machine de forage d'ancrage, et donc vous avez le mât, la table de forage, et vous conduisez votre tube de forage à travers la paroi pour creuser votre ancrage. C'est le même genre de machine, le même type de machine que vous avez utilisé que vous pourrez utiliser pour faire des forages de reconnaissance. Donc, c'est une machine qui fait les deux. Par contre, c'est assez spécial, mais les entreprises de fondation font les ancrages
Et il y a peu d'entreprises de cette sol qui fassent des ancrages alors que les machines sont relativement les mêmes. Et donc vous avez ici le train de tige qui va se mettre et ainsi de suite. J'ai une petite vidéo là-dessus, je vais la remettre pour qu'elle fonctionne mieux. Dans le browser, dans le navigateur. Donc, il a changé. Bon, hop. Donc la première partie ici, en fait, il enlève ces tubes. Donc il a un système à double tube. Il y avait le tube central qui fore et le tube extérieur. Et donc il enlève au fur et à mesure sa tige de forage. Et donc ici, on voit le tube extérieur. Donc il a d'abord retiré la tube de forage, il a fait son injection normalement, et puis alors il va retirer son tube extérieur. Donc on voit vraiment qu'on a, le tube intérieur et le tube extérieur, et quand il retire, il va d'abord retirer la tête de forage et le système de forage central, et puis il va retirer le tube extérieur. Donc on le voit ici, il fore à l'eau. Et donc il fore son tube extérieur, puis il va forer à l'intérieur sa tête de forage, et ainsi de suite, il va avancer comme cela dans son forage. C'est pas la meilleure vidéo que j'ai, mais c'est pas grave. Donc, l'idée, c'est que vous forez au fur et à mesure, donc vous forez à l'eau, donc chaque fois, il va avancer, donc c'est un système discontinu. Chaque fois, on rajoute un tel élément et on avance. On va quand même forer, hein, on va forer à peu près les 2 mètres qu'il a mis ici, il va forer ça à peu près en 10-15 minutes. Donc, ça va quand même assez vite de forage d'ancrage. Ici, on a une très très grosse machine. Hein. Donc, mise en place du scellement, 3 types de scellement. On a le scellement IGU, qu'on appelle ça, injection globale unitaire. Et donc, on va simplement remplir avec sous gravité. Et donc, on va faire le trou et on va remplir le système de scellement uniquement par gravité. Et puis, c'est tout. Donc, on ne va pas repousser le sol. On a un deuxième système où on va injecter. Et en injectant, on va mettre un peu de pression.
Et donc, en mettant cette pression, on va légèrement augmenter le diamètre de l'ancrage. Et puis, on a un système où on va faire une post-injection. Et donc, comment ça va fonctionner? On va le plus souvent, déjà injecter avec une légère pression. On va, dans ce cas-ci, laisser prendre le scellement. On va attendre 2-3 heures que le scellement prenne. Et puis, on va revenir et on va injecter à plus haute pression à l'intérieur. Et donc, en réinjectant, on va claquer le scellement, le peu de prise qu'a fait ce scellement, et on va faire rentrer ces bouts de scellement dans le sol. Et donc, on a un système qui est post-injecté. Et puis, on a le système IRS, injection répétitive sélective, où là, en fait, on va refaire un système tel que celui-ci. On va le mettre en place. Et puis, on va le laisser sécher pendant 10-12 heures minimum. Donc, il est vraiment bien fait prise. Et on va revenir avec ce qu'on appelle un tube à manchette, on verra un dessin plus loin. Et on va venir injecter à très haute pression de façon sélective sur des petits interstices. Donc, je vais maximiser ma pression uniquement ici sur peut-être 10, 15, 20 cm. Je vais injecter, je vais éclater complètement mon scellement et je vais l'envoyer le plus loin possible dans le sol. Et ainsi de suite. Et puis je vais monter, je vais aller à ma deuxième petite fente que j'ai dans mon tube à manchette. Je vais de nouveau injecter à très haute pression, je vais casser. Et ainsi de suite. Et donc je vais injecter très très bien au fur et à mesure sur toute la hauteur de mon scellement et de façon très précise. Donc je vais injecter en remontant par petites zones, alors que ici, je vais injecter en une seule fois toute la zone. Donc ici, j'ai mis mon scellement, je remets mon tube dedans et je mets ma pression à fond dedans. Je ne commence pas à dire oui, je vais injecter un petit peu au bout, etc., ainsi de suite. Donc, 3 types d'injections, très important. Hein. Les coefficients de frottement, c'est assez facile à voir. Le coefficient de frottement que vous allez avoir entre ceci et ceci n'a rien à voir. Le facteur d'augmentation du diamètre que vous devez prendre en compte dans votre dimensionnement pour le diamètre du scellement est différent entre ce cas-ci, ce cas-ci, ce cas-ci ou ce cas-là. Donc, ces 4 principes d'injection sont importants et je vais calculer et les spécifier en fonction de ce que j'ai calculé et ce que je vais avoir comme frottement. Pour mon scellement, donc ici, je vais avoir des ancrages à toron. Et donc, si on regarde, on a le même type de tête que ce qu'on a pour un système post-contraint. Et donc, j'ai ici ma tête d'ancrage, j'ai ici mes clavettes, et j'ai mes torons qui passent à travers. Donc, j'ai ma tête qui est long de ma pale planche, et je vais venir injecter, et je vais venir tirer sur mes torons, et puis mettre mes clavettes une fois qu'elles sont à tension. On va regarder ça après, mais je vais, comme dans le système post-contraint, je vais injecter entre mes torons une fois que j'ai fini de mettre en tension. Dans le système post-contraint, on va graisser les torons, on va les mettre en place, on va tirer dessus, et une fois qu'on a atteint la tension que l'on veut, eh bien, on va injecter tout le long des torons pour qu'ils soient enrobés de ciment, pour une question de durabilité principalement, et aussi si jamais il y a un petit relâchement de la tension quelque part au niveau de la tête, que ça n'ait pas des conséquences très importantes. Donc ici, on voit les tuyaux d'injection pour injecter entre mes torons. Je vais faire une longueur libre. Comment est-ce que je vais faire une longueur libre dans mon système, hein? Si on regarde mon système de scellement, ben, ici, je vais remplir mon trou par gravité. Donc, je vais plus ou moins m'arrêter ici, mais ça va monter plus haut, évidemment. Je ne vais pas laisser un trou béant. Eh bien, je vais avoir mes torons. Et autour de mes torons, je vais mettre un tube en plastique. Et donc, je vais graisser très fortement mes torons sur la partie supérieure. Je mettrai un tube en plastique, c'est-à-dire que quand je vais tirer dessus, eh bien, mon toron ne va pas s'accrocher au scellement, il va glisser à travers le scellement. Et donc, il ne va pas transmettre d'effort au scellement.
C'est ce qu'on voit ici. Donc, hein, on a le toron et on a le tube PVC qui vient autour. Ancrage à barre, c'est le même principe. Donc, je vais aussi venir mettre dans la longueur libre un tube PVC qui va faire en sorte que ça glisse, que ma barre glisse par rapport à mon scellement. Mise en place, je vais forer, le plus souvent à l'eau. Une fois que j'ai foré en bas, je vais remplacer tout mon fluide de scellement par un mélange sable-ciment, par un mélange ciment-eau, pardon. Une fois que j'ai rempli tout mon centre, je vais introduire mon armature. Et quand j'ai introduit mon armature, après avoir introduit mon armature, je vais retirer mon tube extérieur tout en injectant à haute pression. Donc ici, on a donc on le voit clairement. Ici, on a un système double tube. Hein. Donc on a la tige centrale avec la tête de forage, le tube extérieur. On rentre le tout dans le sol. On change complètement le coulis. Hein. Donc ici, je suis à l'eau, je vais remplir ça de ciment. Une fois que je suis rentré de ciment, je vais rentrer mon armature dedans. Tout ça doit se faire évidemment avant que mon ciment fasse prise. Hein. Et une fois que j'ai rentré mon armature et que j'ai rempli tout mon tube de scellement, eh bien, je vais réinjecter à très haute pression, tout en retirant mon tube extérieur. Une fois que j'ai fait ça, je vais attendre 6-7 jours que mon scellement fasse bien prise. Et après 6-7 jours, je vais mettre mon système en tension. Donc, je vais amener un vers 1, mettre ma pré-contrainte à basse contrainte et mettre le tout en tension. Le forage, donc on va forer le plus souvent à l'eau, ou avec la méthonite, ou bien avec un mélange ciment-eau, mais avec pas trop de ciment dedans. Et ça, principalement, quand on va avoir un système avec avec deux tubes. Si on a un seul tube, de temps en temps, enfin souvent, on va avoir la tête de forage qui va être perdue. Donc on va laisser la tête de forage dans le fond du trou et on va injecter par le tube de forage. Et en injectant à haute pression, la tête va rester dans le fond et on va remonter uniquement la tige. On a deux autres types de forage qui sont moins utilisés. On peut forer avec un compresseur et donc sous air comprimé. Et alors, dans ce système-là, on peut avoir ce qu'on appelle un marteau-fond de trou. Ça veut dire que votre machine est capable de forer, mais aussi de taper. Donc, on va avoir un système, une sorte de forage qui va être fortement, renforcé et qui va permettre de taper et de forer à travers. Ça fonctionne pas mal sur des roches qui sont relativement tendres. Et donc, si on a une petite roche, on va y avoir un marteau de fond de trou qu'on appelle ça, et on va taper dessus tout en forant. Dernier point, c'est relativement peu utilisé, mais je peux aussi prendre un tube de faible diamètre et venir le vibrer dans le sol comme je vibrerais une pale planche ou le tube d'un combi-wall ou un pieu en acier. Et donc j'ai un vibreur, je vais vibrer mon tube dans le sol. Souvent, je vais l'équiper tout autour de lance d'injection. Et donc, une fois qu'il est à profondeur, je vais injecter autour de ce tube avec un mélange au ciment. Et le dernier, on peut avoir un système avec un auger, c'est une vis sans fin qui va creuser. Retenez que ce sont les deux premiers qui sont les plus utilisés. Et en Belgique, en gros, on a dans 9 cas sur 10 un système avec deux tubes quand même. Mise en place du grotting, donc on va creuser jusqu'à profondeur, on va
on va creuser à l'eau. Hein, donc ici, on voit clairement l'eau qui ressort. On va nettoyer le trou avec de l'eau à haute pression. Et puis, on va remplacer toute l'eau par un système, par un coulis au ciment. Et on va remplir au fur et à mesure depuis le bas vers le haut. Si on a un système avec un seul tube, on va souvent aussi quand même forer à l'eau, ou bien avec le plus souvent quand même avec un mélange ciment-eau, mais avec peu de ciment dedans. Et donc on va après injecter depuis le centre, tout en remontant la tête de forage, et on va faire en sorte que toute l'eau ou tout ce mélange ciment-eau de mauvaise qualité soit remplacé par le scellement final que l'on veut avoir. Donc, on va d'abord remplir le tube, hein, donc c'est ça qui est important. On va d'abord remplir tout le forage avec du liquide de scellement. Et une fois qu'on a rempli ce liquide de scellement, on va venir mettre l'armature dedans. Donc, on met l'armature dans le liquide de scellement frais, donc dans le grotte frais. On le met jusque dans le fond. Et une fois que l'on a mis dans le fond, on va retirer le tube extérieur et on va réinjecter en retirant le tube extérieur. Le plus souvent, on va réinjecter, hein, en Belgique en tout cas, on va réinjecter avec une pression moyenne. On va être de 5 à 10 bars maximum. On a le système avec une véritable post-injection, avec un système qu'on appelle un tube à manchette. Et donc, le tube à manchette, il va se mettre en même temps que le scellement. Donc, on va avoir le scellement et le tube à manchette à l'intérieur du système. Ce qui est important, c'est qu'on va vraiment attendre que ce scellement ait fait prise. Donc, dans un système avec une post-injection limite, on va simplement attendre 2-3 heures qu'il ait fait un petit peu prise. Ici, on va vraiment attendre qu'il soit complètement dur. Et on va attendre, ici j'ai mis 16-20 heures, mais c'est plutôt 12-13 heures. Et puis, on va réinjecter au fur et à mesure en plusieurs étapes. Et donc, on injecte avec ce qu'on appelle un tube à manchette. Les tubes à manchette, ils sont montrés ici. Et donc, chaque fois, ici, vous avez les zones où on va injecter. Et donc, comment ça fonctionne? Eh bien, on a le tube. Dans le tube, on va rentrer la lance d'injection. Dans cette lance d'injection, on a deux ballons, un peu comme sur un pressiomètre. On a un ballon au-dessus et un ballon en dessous, qui vont faire l'étanchéité au niveau du tube. Et dans ma zone d'injection, je vais injecter à très haute pression et je vais éclater mon système. Et donc, je vais injecter vraiment que dans la partie ici centrale, qui fait à peu près maximum 50-60 cm. Et puis, je vais remonter tout mon système. Je remonte, hop, et je vais réinjecter et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, j'injecte à différentes hauteurs. Et chaque fois, je fais éclater mon scellement que je propulse dans le sol. Différentes valeurs rapidement. Hein, donc, les diamètres de forage, c'est entre 10 et 20 cm à peu près. Et alors, on va avoir des longueurs d'ancrage qui vont être de 20 à 30 mètres, mais une longueur de scellement qui va être d'habitude entre 10 et 12 mètres. Mais de façon théorique, je peux avoir des ancrages qui sont très longs. On a eu un mur de quai au Cameroun, où on a fait des ancrages, le scellement faisait 35 mètres. Qu'est-ce qu'on va avoir comme système de renforcement? On peut avoir des torons, bien sûr, des barres, mais aujourd'hui aussi, on a les systèmes qu'on appelle les systèmes composites. Et ces systèmes composites, qui sont en fibre de verre, ont entre guillemets comment dire, la particularité que quand on va excaver, eh bien, ils vont casser plus facilement. On a le système que l'on a, on va utiliser ça dans n'importe quel, dans n'importe quel type de sol. Et alors, on a différents équipements qui sont possibles. Le système autoforant. Le système autoforant est quand même beaucoup utilisé. La marque la plus connue, ça s'appelle Ishbek. Et donc, comment ça fonctionne? Vous avez en fait votre barre et vous avez une tête de forage au bout.
Et donc, en creusant, vous avez le fluide qui passe par le centre de la tige, qui passe dans la tête de forage et qui vient se mettre dans le sol, etc. Donc, quand on le fait, on va souvent forer avec un niveau, comment dire, un liquide de scellement directement avec un ratio eau-ciment de 0,7 à 1. Et donc, on creuse vraiment, on fait ça sans teasing temporaire, donc sans double tube. On va jusqu'à profondeur, et puis la tête de forage est perdue, elle reste dans le sol. La tige, toutes les tiges qui sont des tiges qui sont relativement en chair, puisqu'elles sont vides au centre, restent dans le sol. Par contre, quel est l'intérêt principal? C'est que ça va très vite. Pourquoi? Vous n'avez pas retiré votre tige, vous n'avez pas un système de post-injection, vous n'avez pas une deuxième phase, etc. Donc vous le forez comme une vis. Une fois que c'est arrivé à profondeur, c'est fini. On remet un petit peu de pression souvent, juste un peu pour améliorer les choses, mais c'est tout. Donc il n'y a pas un système de phase, il ne doit pas revenir après, on ne doit pas attendre, on fore et c'est parti. Donc une seule opération. Comment ça fonctionne? On a la tête de forage, on va avoir, c'est le même principe que ce qu'on a vu sur la vidéo, on va avoir des tiges de forage qui font entre maximum 2 mètres, et donc chaque fois, on va mettre une tige, on va mettre un manchon, on va mettre une tige, un manchon, et ainsi de suite, et on fore en avançant. Là, vous avez ici une petite section, on a la barre centrale qui est creuse, donc avec le centre creux dans lequel passe le mélange ciment-eau, le liquide de scellement, qui va rester après dedans, évidemment. Hein. Donc, il va être entièrement rempli. Et vous avez l'extérieur ici, qui est rempli au fur et à mesure du forage. Vous avez votre tête de forage qui est évidemment toujours beaucoup plus grande que votre tige, pour que votre tige ne frotte pas sur le sol. Le schéma, toujours la même chose, avec les différentes petites pièces. Vous avez les différentes têtes de forage. Vous allez avoir une tête de forage par type de sol. Vous n'allez pas utiliser la même type de forage dans de l'argile que dans du sable, que dans du rocher, évidemment. Et donc, c'est un petit peu ce qui est difficile avec un ancrage autoforant, c'est qu'une fois que vous êtes parti avec une tête de forage, vous devez tout passer avec la même tête. Si vous avez un système à double tube, vous allez avoir une première tête de forage pour faire les sols supérieurs qui sont souvent déremblés. Puis vous allez vous servir dans le sable, vous allez changer de tête de forage pour passer à travers le sable. Et puis si vous avez une roche sous-jacente, eh bien vous allez rechanger de tête de forage pour venir ancrer votre scellement dans le rocher. Et donc chaque fois vous allez retirer votre tige de forage, vous changez la tête, vous rentrez dedans et ainsi de suite. Vous avez différentes petites pièces. Hein. Vous avez un écarteur pour que votre tige reste bien au centre de votre trou. Vous avez le manchon, vous avez la tige. Vous avez ici un boulon trapézoïdal. Et vous avez le boulon qui vient au-dessus. Boulon trapézoïdal. On va vite en dire un petit mot là-dessus ici. Vous avez votre ancrage. Vous avez votre parement qui vient ici. Si vous n'avez pas un boulon trapézoïdal, vous allez en fait avoir, une fois que vous aurez mis votre système plus ou moins sous tension, vous allez avoir ici une sorte d'encastrement. Et donc, ça veut dire que si vous avez un léger tassement de votre ancrage, il va se mettre en banane, et il va créer un moment très important à la connexion entre les deux. Et votre barre n'est pas dimensionnée pour ça. Donc, il y a un risque de casse, en tout cas, au niveau ici. En mettant un boulon sphérique, vous créez ici une rotule qui prend pas d'effort, et donc vous n'avez pas de moment qui se met dedans, et donc vous avez beaucoup moins de risque de casse ici. Donc on va toujours faire en sorte, surtout avec des ancrages à barre, des ancrages à torons beaucoup moins, puisqu'ils n'ont pas la capacité de prendre des moments. Hein. Les torons, ils sont tellement souples qu'ils ne vont pas prendre de moments. Mais avec un ancrage à barre, on va toujours mettre un boulon sphérique qui permet d'avoir une capacité de rotation, et donc de ne pas avoir de moments qui se mettent dedans. Une petite photo, ici on a ici la barre, on a la tête de forage, on a la machine de forage qui est le même type de machine que pour un ancrage classique. Et donc on fore
par exemple plus ou moins à 2 mètres de barre, on met un manchon, on remet une barre, on fore et ainsi de suite. Toujours le même principe, je pense que j'en ai déjà assez parlé. Donc ici de nouveau, on met la barre et on continue à forer. Les têtes de forage, c'est ce que je vous expliquais. En fonction du type de sol que vous allez avoir différentes têtes de forage. Et donc, ici, vous avez une tête de forage pour du sable ou du limon. Et ici, vous avez une tête de forage pour tout ce qui est des sols plus durs, tels que des roches. Vous avez un système de composants. Et donc, vous avez ici, ça c'est le catalogue de chez Ishbeck. Vous avez le diamètre intérieur et le diamètre extérieur de la barre. Et pour chacune des barres, en fait, vous avez le diamètre de la barre, mais vous avez aussi le type de tête qui va sur cette barre. Et donc, pour chacune des barres, vous avez une tête différente. Vous avez différentes capacités des barres, mais ce qui est aussi amusant à voir, c'est qu'en fonction du diamètre des barres, vous avez un manchon qui se visse par la gauche ou un manchon qui se visse par la droite. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça veut dire que si vous êtes entreprise de fondation, vous devez avoir beaucoup d'éléments, de pièces de rechange, entre guillemets, dans votre stock pour pouvoir aller dans tous les cas. Vous devez avoir chaque fois des têtes en fonction du type de sol que vous allez rencontrer. Vous avez des têtes en fonction du diamètre des barres, vous avez un peu le range de barres que vous avez ici. Et donc tout ça fait que vous devez avoir quand même beaucoup de stock. Et donc parfois, ça va être moins cher de mettre plus d'ancrage ou moins d'ancrage en fonction de ce qui est disponible et ce que votre sous-traitant a comme matériel. J'ai mis beaucoup de slides là-dessus. On va finir là-dessus. Ici, la tête d'ancrage. Donc on a ici un deux pieux séquent. On va venir mettre une plaque triangulaire entre les deux pieux séquents qui est mise en place. Et alors, on a ici la barre qui ressort avec le boulon sphérique qui est mis dessus. On a un système ici on a les taurons qui sont mis dedans et on a le système, ça c'est pas un système avec un ancrage autoforant, on a un système à tauron. Je ne sais pas pourquoi la photo est ici. Les diamètres, de nouveau, on va de 10 à 25 cm par rapport au forage. On va avoir, comme de l'autre côté, des longueurs qui vont de 20 à 30 mètres. On va avoir un acier avec des barres. Et c'est en tous les types de sols qu'on peut utiliser. Les ancrages autoforants sont utilisés comme ancrage, comme micropieux, et aussi comme clou, pour une paroi clouée. On verra ça plus tard, mais donc c'est le même principe, les mêmes équipements, les mêmes barres, les mêmes têtes d'ancrage, les mêmes têtes de forage, tout ce que vous voulez, pour faire des clous d'une paroi clouée. Mise en place du scellement. Donc le scellement, on a ici un système simplement de malaxage et de mise sous pression. Donc on va rentrer ici le ciment les sacs de ciment par ici, le ciment. On est relié à l'eau et alors on va brancher la lance de scellement dessus et on va laisser rentrer le mix directement, qui va être directement réglé et qui va directement être injecté dans l'ancrage. On va avoir un ciment quand même qui est spécifique. On ne va pas être un ciment classique, on va être un ciment qui est spécifique pour cette application. Et les quantités de ciment vont être assez importantes par rapport à l'eau. C'est ce que j'ai après. On va s'arrêter ici. On va faire l'exercice CPT. Je ne sais pas qui doit le présenter aujourd'hui. Et on verra le reste vendredi matin. Ok, on est là. Attends, c'est partagé. Ouais.
Ah, c'est bien, vous mettez une photo de Fugro pour un essai de Geosonda. C'est bien. J'avoue que ça, c'est pas. Allez-y, je vous écoute. Bonjour, donc nous on va vous présenter l'essai CPT qui a été réalisé par Geosonda. Et donc cet essai a été effectué à Bruxelles, non loin de Tour et Taxi, près du canal de Bruxelles. Cet essai a été effectué pour le projet Quatuor de Bruxelles. Et le lieu où a été fait l'essai est situé entre le métro Ézère et Rogier, qui est situé sur la carte là. Pour réaliser cette analyse, nous avons utilisé plusieurs outils. Tout d'abord, on a utilisé le DOV Vlaanderen. On a également utilisé la table de l'Eurocode 7. Et comme il s'agissait d'un CPT à cône électrique, nous avons également utilisé le tableau de Robertson pour essayer de confronter les résultats qu'on obtenait avec le tableau de l'Eurocode 7. Donc là, on va passer à l'analyse de l'SCPT. Donc, on peut voir sur les 3 premiers mètres qu'on n'a pas énormément d'infos. Donc, on a supposé qu'il s'agissait de remblais. Pour une profondeur entre moins 3,5 mètres et 6 mètres, on voit que le RF est assez élevé, donc on est en présence d'un sol cohérent. Et le QC varie entre 0 et 1 mégapascal, donc on a pensé qu'il s'agissait de la tourbe, et on peut voir à moins 4 mètres qu'on a une augmentation de la valeur du QC, et donc on a supposé qu'il s'agissait d'une roche que la pointe a traversée. Ensuite, on tombe sur un sable argileux dit compact. On voit que le RF est plus ou moins constant, donc sur 1%. Le QC, quant à lui, varie de 10 à 20 mégapascal, avec un angle phi donc de 30 et une cohésion de 0, donc étant donné que c'est un sable. La couche suivante, donc le RF augmente, donc on passe de entre 2 et 4%. On tombe donc sur une argile sableuse, avec un QC supérieur à 4. Donc, qui se situe donc de 4 à 12 mégapascal, phi 22 avec une cohésion de 15. La couche suivante, on est sur une argile raide, étant donné qu'on est sur un QC qui est supérieur à 4, ici entre 8 et 20 mégapascal, avec un RF variant toujours de 3 à 4%. Un angle... Oui, correspond. Non, t'inquiète. On retombe sur un RF plus ou moins constant de 3% avec un QC variant de 2 à 4 mégapascal. Donc, on est toujours sur une argile, mais cette fois-ci assez raide, avec un phi de 20 et une cohésion de 8 mégapascal. On retrouve encore une fois une couche d'argile sableuse, étant donné qu'on a le QC qui est supérieur à 4, donc ici de 6 à 14 mégapascal, avec un RF compris entre 2 et 4%, phi 22 avec une cohésion de 15. Et la dernière couche, donc on retombe sur un RF qui est plus ou moins constant, avec un QC variant de 3 à 4 mégapascal, un phi 20 et une cohésion de 15 mégapascal. Merci pour votre attention. Vous aimez bien l'argile, hein? Ok, top. Ouais, parce que des argiles qui font des 14-15 mégapascal, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est quand même très très rare. Donc, ça, c'est tout ce que vous avez là. Une argile, vous avez avec maximum 4-5 MPa. Ça, c'est vraiment, en Belgique en tout cas, c'est un peu le maximum. Et donc, dès que vous êtes à des 14-15 MPa, vous êtes clairement dans du sable. Ah, ok. Alors, comme j'ai chaque fois, donc si l'intérêt de ces CPT, c'est chaque fois d'aller voir un petit peu ce qu'on est, où on est, ce qu'on a et où on est. Donc, on est dans le bas de Bruxelles. Donc, on est en fait dans l'ancienne lie de la Seine. Hein, il y a la Seine qui passait tout près. Et donc, dans la partie supérieure, là, vous avez jusqu'à moins 6, ben, vous avez effectivement, vous avez tout ce qui ont les avions de la Seine qui traînent encore dans le coin. Okay. Après ça, vous arrivez à moins 6, moins 7, et bien, sable argileux compact, ben, en fait, on est à Bruxelles, donc on est dans les salles bruxélien, tout simplement. Et alors, les salles bruxéliens sont très connus. Pourquoi? Parce que dans les salles bruxéliens, il y a ce qu'on appelle des pierres de sable. Vous allez avoir des grandes pierres plates qui traînent en plein milieu de votre système.
Et donc, chaque fois que vous avez un retour et que c'est chahuté comme on l'a pour le moment, ben, c'est chaque fois en fait qu'ils sont tombés sur une pierre et puis voilà. En tout ça, vous avez vraiment une couche, enfin, deux petites couches d'argile en fait avec du sable au centre, et puis vous retombez dans le sable bruxellien. Puis vous avez une argile raide, ça c'est juste. En dessous, on est aussi plus ou moins dans une argile raide, et puis en dessous, tout en dessous, à moins 24, eh bien, on est dans le tertiaire. Donc on arrive avec notre argile tertiaire qui est là et qui est surconsolidée et qui est avec 4 MPa, quoi. Donc, ce qui est important là-dessus, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est que vous allez faire un essai, vous allez voir du mauvais sol, vous allez dire on va mettre des pieux. Mais non. Pourquoi? À moins 5, moins 6, c'est pas très profond. Hein. Pour un bâtiment de Bruxelles, ça veut dire que c'est 2 niveaux de parking. Je vais avoir une très bonne couche de sable bruxellien sur lequel je vais pouvoir venir mettre ma fondation directe. Et donc le bâtiment qui était présent avant le bâtiment Quatuor, et même sur une des 4 tours qui est plus basse, ils sont fondés en fondation directe sur ce sable bruxellien. Deuxième chose, si vous allez prendre plus de charge, ben déjà, vous allez aller vachement plus profond pour avoir un sol qu'on a. Vous allez jusqu'à moins 18 si vous voulez aller mettre des pieux. Et ces pieux doivent traverser tout votre sable bruxellien avec des pierres, etc. Donc, on va voir très difficile à faire ces pieux dans ce sol. Donc, on va quand même regarder à 2 fois avant de venir mettre des pieux là-bas, quoi. Et donc voilà, c'est un peu ça que je voulais que vous voyez sur ce CPT-ci, c'est vous dire, c'est sable, on est à Bruxelles, sable bruxellien. Sable bruxellien, ça veut dire pierre de sable. Pierre de sable, ça veut dire difficulté pour faire des puits et des choses comme ça. Ok, d'accord. D'accord. Comme ça, Ok. merci. Vous avez des questions, des commentaires? Juste moi, j'avais une question. Dites-moi. Au niveau, quand vous dites, donc, étant donné qu'on a un sable, donc on part directement sur cette couche-là, donc la couche de sable argileux, et au niveau des fondations, on fait quoi? Alors, on fait dalle pleine directement dessus ou? On va faire des fondations, oui, pour comment. Ça dépend de la taille de votre bâtiment, mais souvent, on va mettre des fondations isolées, oui. Ah, ok, ça va. Donc, vous allez avoir le noyau central, vous allez avoir les ascenseurs et les escaliers. Ça, on va avoir donc des gros voiles et un noyau central qui fait toute la stabilité de votre bâtiment. Et donc celui-là, on va le mettre sur un grand radier qui va faire tout le noyau central. Et puis, tous vos plateaux où vous avez simplement des colonnes et des poutres, eh bien, on va les descendre en bas et on va les mettre sur fondation directe, isolée. Ok. Ok, d'accord. Merci. Quelqu'un d'autre a des commentaires, des questions par rapport à tout ou n'importe quoi? Ok, très bien. Ben, je vous vois vendredi matin alors. D'accord, ça va. Bonne Une bonne après-midi. journée, monsieur. Bonne journée. Oh, Merci, au revoir.